chez Ferme d'Avenir. Donc pour ceux qui nous connaissent de très loin, on est une association qui avons soufflé nos 10 bougies l'année dernière, dont l'objectif premier était d'accompagner la transition agroécologique. Donc vaste projet. Donc pour ça, on s'est centré autour de 4 grands piliers qui sont l'accompagnement et le conseil aux porteurs de projets et aux les collectivités qui voulaient justement accompagner des plans alimentaires territoriaux. On on a vu aussi la nécessité de pouvoir documenter et diffuser tous les contenus qui pouvaient être inspirants à travers des vidéos, des podcasts, des fiches technico-économiques, des portraits de ferme que vous pouvez retrouver gratuitement sur notre site. On organise aussi tous les ans un concours qui récompense aussi bien des gens en phase d'installation que des fermes installées depuis plus longtemps dans toute catégorie de production agricole. Ce sont des dotations qui vont de 4 000 à 10 000 euros et qui changent d'une année sur l'autre de région. Donc, cette année, c'était en région Centre. L'année prochaine, ça sera en région Aura. Donc, avis aux personnes qui sont dans ces départements. Et enfin, le dernier point qu'on porte chez Ferme d'Avenir, c'est le fait de pouvoir accompagner le financement de projets agroécologiques. Et donc, on a monté en même temps que Ferme d'Avenir une plateforme de financement qui s'appelle Bluebees, qui permet de financer en dons avec contrepartie des projets d'artisanat et d'agriculture biologique en France. Donc voilà, c'est des gens comme vous et moi, des citoyens, qui pourront soutenir ces projets. Voilà, je suis accompagnée aujourd'hui de Johanna, qui est une ferme pépinière, et donc je vais laisser la parole qui va se présenter également. Bonjour à tous, donc moi c'est Johanna. Donc on a créé la pépinière Les Herbes Folles avec mon conjoint Thomas Guello qui n'est pas là aujourd'hui puisqu'il est parti en vacances. On a créé la pépinière en 2017, donc première production, première vente mars 2017. Et donc au départ, on faisait que de la plante en godet, donc vivace, aromatique et plantes médicinales. Et on a démarré les arbres fruitiers en racines nues en 2020. On avait commencé déjà la production un peu avant, mais officiellement, on a fait nos premières ventes hiver 2020-2021. Donc voilà, ça fait 8 ans qu'on fait des plantes en godet et 5 ans du coup qu'on fait des arbres en racines nues fruitiers et arbres champêtres et petits fruits. Donc au départ, on était tous les deux à mi-temps sur la ferme. Donc on avait un travail à côté. En fait, on avait conservé nos travails, nos anciens travails, puisque c'est une reconversion pour tous les deux. On est écologue de formation, Thomas et moi. Donc lui travaillait dans une association d'ornithologique puisqu'il est ornithologue, et moi j'étais à l'INRAE sur des projets de recherche sur l'abeille domestique et la pollinisation du colza tournesol. Donc ça, on a maintenu nos travaux, notre travail respectif tous les deux à côté pendant 2 ans. Et en 2019, on a arrêté de travailler à l'extérieur parce qu'en fait, la pépinière nous plaisait bien. Et puis, on voyait que ça pouvait fonctionner. Donc, on s'est tous les deux mis à plein temps au chômage sur la pépinière. Et voilà, donc on a fonctionné comme ça pendant 4 ans avec un travail à l'extérieur, plus 2 ans de chômage. Et en fait, à partir de 2020-2021, on était tous les deux à temps plein sur la pépinière, sans apport extérieur, on va dire, financier. Voilà, ça se passe, on est très content de ce qu'on a monté, puis ça continue d'évoluer. On a des projets aussi, pas d'augmenter les quantités, mais plus de se diversifier, notamment dans de nouvelles façons de faire. Enfin, on va peut-être créer un atelier de transformation, en fait. Voilà, c'est plus pour se faire plaisir plutôt que d'augmenter un revenu supplémentaire. Plus pour changer, évoluer, continuer à expérimenter. Voilà pour la présentation des herbes folles. Super, merci Johanna. Peut-être dans la suite du webinaire, tu pourras nous en dire plus
Ouais, bien sûr, ouais. sur la manière justement de mener cette pépinière. Peut-être en introduction, à la suite de ce que vient de dire Johanna, nous on a voulu proposer aujourd'hui ce webinaire parce que le monde de la pépinière, il y a un contexte assez particulier maintenant depuis 2022, puisque notre cher président a annoncé un plan de relance avec la plantation de 1 milliard d'arbres d'ici 2032. Donc clairement, en l'état, ça n'est pas possible, puisque le monde de la pépinière, c'est aujourd'hui 2700 entreprises, alors qu'en 2005, c'était 6140. Ça représente un peu plus de 16 000 emplois directs et c'est 1% des exploitations agricoles. Donc, sachant qu'en France, il y a un peu plus de 400 000 actifs agricoles, ça c'était les chiffres de 2022. Et c'est pépinière tout confondu, plein champ, serre, c'est 16 000 hectares cultivés en France. Entre 2005 et 2017, il y a eu une vraie baisse du chiffre d'affaires sur ce secteur-là. Et on voit clairement que depuis cette annonce, un petit peu avant 2022, il y a un regain d'activité. Il y a, il y a des installations qui se font de manière plus régulière sur 4 grandes régions qui sont Pays de la Loire, l'Ora, Auvergne-Rhône-Alpes, la Nouvelle-Aquitaine et la région aussi PACA. Voilà, donc on voit clairement qu'il y a une nécessité, si on veut atteindre ces objectifs qui semblent très ambitieux, de pouvoir réinstaller des gens sur cet atelier de production agricole, d'autant plus que comme pour le maraîchage ou le petit élevage de poules pondeuses, petit élevage tout confondu, mais aussi les PAM, il n'y a pas besoin d'avoir des dizaines et des dizaines d'hectares de surface pour justement installer un modèle qui soit viable et pérenne dans le temps. Mais Johanna vous en dira un peu plus sur le sujet. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat, on les traitera à la fin pour les derniers arrivés. Et donc, pour faire la transition avec cette vision globale, moi, je voulais te poser la question, Johanna, qu'est-ce qui vous a semblé important, en fait, dès le départ à mettre en place pour monter la pépinière et pour que sur du court, moyen, long terme, ça reste viable et pérenne pour créer 2 emplois. Ouais. Alors, attendez, je vais sortir le chien, je suis désolée. C'est les aléas du direct. Ouais, excusez-moi. Oui, comme tu disais, c'est sûr que l'avantage de la pépinière, donc nous, quand on s'est installé, en fait, on avait vraiment l'envie de monter un projet agricole. On a effectivement pensé au maraîchage aussi, puisque n'étant pas fils et filles d'agriculteurs, on n'avait pas accès à 50, 60, 70 hectares. On avait la chance d'avoir 1 hectare déjà à nos dispositions. Donc voilà, c'était de toute façon soit du maraîchage, soit de la pépinière. Et du coup, l'important pour moi, ce qui est important en premier lieu quand on s'installe en pépinière, c'est d'avoir, chose assez évidente, d'avoir un terrain et d'avoir surtout accès à l'eau. Alors, c'est un peu compliqué puisque nous, on a les 2 activités qui sont 2 activités de pépinière, donc de multiplication de plants, mais c'est 2 métiers quasiment différents. Puisque si on s'installe en pépinière godée, ce qui est important, ça va avoir de la place sur le terrain pour mettre des serres. Et en l'occurrence, nous, on a 3 petites serres plutôt qu'une grande, ce qu'on trouve pas mal parce que en fait, ça permet de s'organiser, d'avoir une organisation un peu distincte où en fait, on a une petite serre qui est réservée un peu aux plantes en pousse, aux semis, aux plantes un peu fragiles qui nécessitent plus d'attention, plus de suivi, ou des plantes plus sensibles à certaines maladies. Et donc, on sait qu'il faut qu'on y passe très régulièrement. Et après, une serre où on a les plantes plutôt prêtes à être plus ou moins vendues ou toujours en pousse, mais assez plus fortes. Et une autre serre où on a les arbres en godet aussi. On fait un peu d'arbres en godet, des arbustes plutôt. Et voilà, et aussi accès à un forage. Donc ça, c'est les 2 choses vraiment essentielles à l'installation en pépinière serre.
Et donc, idéalement, d'avoir une situation un peu protégée des vents dominants pour les serres, hein, qui peuvent être sensibles. Enfin, on en connaît, hein, des copains pépiniéristes, maraîchers, où les serres ont été détruites lors de tempêtes. Donc, plus elles sont protégées des vents de sud-ouest dominants, mieux c'est. Et après, pour la partie racines nues, ce qui est très important, c'est d'avoir un sol approprié à la pousse et à l'arrachage. Nous, clairement, au départ, en fait, on n'a pas tout de suite monté une production d'arbres fruitiers en racines nues parce qu'on était sur un sol très lourd et très argileux. Et en fait, dès le départ, on a commencé à faire de la production d'arbres fruitiers et on s'est rendu compte qu'à l'arrachage, c'était compliqué, qu'on se faisait mal au dos parce que c'était très lourd et qu'on cassait des racines. Alors moi, j'en connais des copains pépiniéristes qui sont sur sol très argileux. C'est possible, mais c'est plus compliqué. Donc on a après, dans un second temps, réussi à trouver un terrain argilo-limoneux, fertile, avec une réserve utile d'eau dans le sol qui était quand même meilleure. Donc là, c'est forcément, les conditions de travail sont plus faciles. On se facilite le travail dès le départ, de choisir un terrain plus facile. Ça, c'est pour les choses un peu évidentes à l'installation pépinière. Et après, pour moi, avoir une bonne formation de départ, c'est quand même un gros plus aussi. Et si possible, de faire des stages en immersion, des stages de pratique pour se réaliser un peu la quantité de travail que ça représente, aussi physiquement, et les compétences qu'il faut avoir. En termes de multiplication, nous, on fait du semis, de la bouture, de la division, de la greffe. Donc, on fait un peu tous les différents types de multiplication possibles. Donc ça, il faut tout maîtriser. Quelle plante se bouture plus facilement, quelle autre plante se sème plus facilement. Elles ont toutes un peu leur préférence de multiplication. Et après, quelque chose aussi je pense, qui nous a bien aidé pour créer une activité viable, c'est de bien connaître la plante qu'on vend. C'est-à-dire que nous, clairement, c'était une passion. Et donc, du coup, toutes les plantes qu'on propose à la vente, on les a toutes au jardin. Donc, on sait toutes comment elles fonctionnent. On sait qu'elles fonctionnent toutes sur un terrain adapté localement, argilo-calcaire. On est sur de l'argile calcaire localement autour d'ici, c'est tout pareil. Donc, on fait des plantes adaptées à notre territoire et on connaît leurs conditions de culture et on connaît leurs usages. Parce qu'en fait, les gens sur les marchés notamment, ils viennent beaucoup chercher des informations qu'ils n'auraient pas forcément dans des pépinières où les vendeurs sont pas forcément au courant de ce qu'ils vendent en fait. Et donc, ça permet également de fidéliser une clientèle qui revient parce qu'elle vient acheter le plan, mais elle vient aussi chercher du conseil. Et elle revient les années d'après parce qu'en fait, on lui a vendu une plante qui pousse bien et donc la personne, le client fait confiance et revient d'année en année, quoi. Donc ça, on se rend compte aussi avec les années que, par exemple, là, les marchés d'automne, ça a été compliqué parce que même tous les marchés de 2024, on n'a pas été très gâtés avec la météo. Les gens étaient un peu frileux de jardiner parce que 2024, le printemps a été très humide, là, l'automne est très humide, mais les gens viennent quand même chez nous parce que voilà, c'est des clients habitués et qui savent qu'on travaille bien et ils viennent chercher le conseil. Et l'usage de la plante aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, mais au départ, on était beaucoup porté sur la plante médicinale. Et donc, du coup, aussi, comment on peut utiliser la plante en tisane, en décoction, ce genre de choses, c'était aussi très demandé, quoi. Est-ce que peut-être, Johanna, tu peux nous expliquer quels sont vos canaux de commercialisation aujourd'hui et ce qui fonctionne le mieux pour vous? Ouais, alors nous, on est très diversifié dans les canaux de commercialisation, puisqu'on vend en marché fête des plantes, marché de producteurs. Donc ça, c'est une grosse partie de nos ventes. Je dirais que c'est un tiers, plus d'un tiers de notre chiffre d'affaires jusqu'à présent. Mais on sent qu'il y a une baisse quand même dans les fêtes des plantes parce que les gens qui viennent aux fêtes des plantes, c'est quand même une clientèle un peu vieillissante, on va dire. Il n'y a pas énormément de jeunes personnes. Ouais, la clientèle est plutôt âgée sur les fêtes des plantes. Après, on vend dans des magasins bio et magasins de maraîchers.
Donc ça, on livre 5 magasins au printemps différents et un magasin qui fait du petit matériel pour maraîchers et qui vend des plants de maraîchers. Et on fait de la vente directe à la pépinière. Donc on est ouvert le mercredi et le vendredi après-midi. Et ça, on a développé ça avec le Covid en 2020 parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'en 2020, il y avait beaucoup de gens qui prenaient l'habitude de passer commande et de venir retirer les commandes. Et souvent, c'est des beaux paniers parce que les gens font ça derrière l'ordinateur, choisissent leurs plantes, se renseignent, font ça chez eux. Et ils viennent retirer les plantes à la pépinière et puis en discutant, ils en rajoutent et ça fait des beaux paniers. Pourtant, on nous avait dit que la vente directe, c'est une perte de temps parce que les gens viennent plus discuter que acheter. Et puis finalement, nous, ça marche plutôt bien, la vente directe. On est très contents. Et après, on vend aussi à des professionnels maraîchers, professionnels aussi de plantes aromatiques médicinales qui font des hydrolats, des tisanes, ce genre de choses, et également professionnels des agriculteurs céréaliers qui plantent en agroforesterie ou des maraîchers qui veulent planter des fruitiers. Donc les maraîchers, souvent, ils nous commandent des plantes aromatiques en alvéoles, en plaques alvéolaires, pour un peu... Alors, ils ne viennent pas chercher chez nous la quantité, mais ils viennent chercher un peu l'originalité. Donc des plantes aromatiques originales qu'ils ne trouvent pas en grosse quantité ailleurs. Ils veulent juste diversifier les paniers, notamment les maraîchers qui font des AMAP, qui sont dans des AMAP. Voilà, mettre un peu de couleur dans les paniers et tout. Nous, comme on propose plein de choses assez originales, ils aiment bien. Et après, quand ils veulent acheter quelques arbres fruitiers, ils commandent chez nous aussi. Et cette année, on travaille avec 5 paysans différents en céréaliers qui nous commandent à peu près 200-250 arbres chacun. Et notamment avec les financements du plan de relance plantation, quoi. Ouais, donc voilà, on profite de ça aussi. Merci Anna. Est-ce que peut-être pour qu'on se rende compte, c'est quoi la proportion dans votre pépinière de plants maraîchers, plants fruitiers, plants arboricoles? Alors, ça va être très approximatif, mais est-ce que j'avais sorti le tableau? Les grosses masses, hein, pas forcément besoin d'avoir un détail très précis, mais est-ce que c'est du 30-30 ou... Ouais, bah, on va dire que les arbres fruitiers, pour le moment, c'est... En fait, l'idéal, on aimerait venir à 50-50, c'est-à-dire que les arbres fruitiers racinus nous apportent 50% de notre chiffre d'affaires par rapport aux plantes en godet. Mais ce n'est pas encore le cas. Pour le moment, c'est un tiers. Donc, un tiers de nos revenus viennent des arbres en racines nues. Et après, ta question, c'était sur les plants godets. Et je l'ai marqué là, logiquement, s'il veut bien l'ouvrir. Ouais, les plants potagers, ça va être... Ça va être 30%. En fait, les plants potagers, ça marche très bien, mais ça marche sur une période qui est très courte. Donc, ça marche très bien parce que à partir du moment où c'est semé et à partir du moment où c'est vendu, c'est assez rapide. C'est même plutôt très rapide. Et sauf que ça s'arrête à partir du 15 mai, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. C'est la course fin avril, début mai pour produire, vendre. Ça se vend très très bien. Les tomates, ça s'arrache. Les pieds de concombre aussi. Mais ensuite, au 10 mai, s'il nous reste encore des tomates, c'est terminé, quoi. On n'a plus qu'à les jeter à la poubelle parce que plus personne n'en veut quasiment, quoi. Mais ouais, là, j'ai pas... Enfin, pour répondre à ta question, je ne sais pas exactement, mais c'est plus ou moins ça. Donc, 30% les arbres fruitiers, 30% les plants potagers et le reste, la vivace, l'aromatique et les arbustes en pot. Champêtre. Merci Anna. Non, pas les arbustes champestres, tout ce qu'on fait aussi, des petits arbres comme je ne sais pas si ça vous parle, mais certainement à pas mal d'entre vous, le poivrier du Sichuan, la mélanchier,
le cormier, on fait des arbres, voilà, des petits arbres annexes, l'arbre à miel, tout ça on fait en pot. Et toute une partie qu'on fait en pot. En fait, tous les arbres qui sont pas vraiment, qui sont moins adaptés à nos sols, on va dire, qui sont un peu plus exotiques. Et puis, le poivrier du Sichuan qui pousse très bien chez nous, mais par exemple qui est très épineux et donc du coup à l'arrachage, c'est pas génial. Donc ça, on a décidé de le faire en pot. L'aziminier aussi, l'aziminier qui a une racine très pivotante et qui se prête pas à l'arrachage à la main, ça on le fait en pot. Le baguenaudier qui est enfin voilà, on fait plein d'arbres qu'on a choisi de faire en pot pour des raisons, soit parce qu'il faut qu'ils aient pris un peu de pouce avant de les mettre en terre, soit parce que à l'arrachage, c'est pas pratique et du coup on les fait en pot. Super intéressant. Et tu dirais du coup au quotidien, à ton avis, qu'est-ce qui fait la différence euh, pour, euh, pour avoir un rythme de travail qui soit compatible aussi avec un rythme de vie perso? Est-ce qu'il y a des choses qui sont différenciantes sur l'organisation du travail, sur le design de la pépinière, sur la commercialisation que tu as évoquée, qui est quand même multicanaux? Qu'est-ce que tu dirais par rapport à ça? Euh, Ce qui nous différencie. Euh, Ouais, ça va être propre à chacun, je pense, mais bon, nous, je pense l'avantage qu'on a, c'est comme on était d'un milieu environnement, donc on était tous les deux, Tom travaillait dans une association, moi j'étais dans la recherche, mais aussi pas mal branché dans les assos, bureaux d'études, ce genre de choses, le PNR local. Ça nous a permis de nous faire un réseau de planteurs. Et ça, c'était quand même bien pratique pour démarrer. Et ça, c'est toujours un avantage aujourd'hui, où en fait, on se fait connaître via ce réseau. Et en fait, les gens ensuite en parlent voilà, autour d'eux. Et c'est quand même, ouais, au niveau de la vente, c'est quand même un plus. Parce que souvent, ce qui est dit, c'est que la production, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué dans le métier de pépiniériste, c'est quand même la vente. Surtout quand on est dans des productions à petite échelle, parce qu'en fait, il n'y a pas tellement de problèmes de maladies, il n'y a pas de grandes difficultés rencontrées dans la multiplication. Une fois qu'on a compris comment la plante se multipliait, j'ai pas envie de dire que c'est simple, mais ça se fait. Par contre, la vente, voilà, ce qui est difficile, c'est que la plante en godet, certaines plantes, tu as 1 mois pour la vendre, d'autres, tu as 6 mois pour la vendre, mais c'est pas un produit non plus que tu peux garder 3 ans en pépinière. Et la difficulté aussi, c'est d'avoir une diversité de plantes disponibles au même moment. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est acquis avec le temps, d'essayer de maîtriser le calendrier culturel de façon à ce qu'il y a des plantes qui ont besoin de 1 mois de pousse, d'autres qui ont besoin de 2 mois. Et il faut toutes les connaître pour qu'elles soient toutes disponibles au même moment, parce que sinon, le client, quand il vient chercher ses plantes, il est très déçu parce que dans ce qu'il a commandé, elles ne sont pas toutes disponibles au même moment. Voilà. Bon, il y a certainement autre chose, mais ouais, le réseau des écolos, environnementalistes, jardiniers aussi, on travaille pas mal avec des associations. Je ne l'ai pas dit, je le rentre dans le côté professionnel, mais il y a les associations aussi, jardinaux, les anciens cheminots, qui plantent beaucoup. Et c'est vrai que bon, j'ai la chance d'avoir Thomas avec moi qui est très bon communicant et ça aide beaucoup. Il est très dans le relationnel, il est très bon dans la communication, il se fait vite des amis. Et ça, bon, c'est sûr que c'est une vraie aide, quoi. Merci, Johanna. Euh, Comme dans l'assistance, il y a quand même pas mal de gens qui sont sur de la reconversion. Tu peux avoir un métier dit de bureau de col blanc. Est-ce que tu pourrais nous donner une vision sur les données économiques? Bah voilà, aujourd'hui, c'est quoi votre excédent brut d'exploitation? Est-ce que vous arrivez à vous prélever chacun mensuellement? Comment ça se passe d'un point de vue chiffré sur la pépinière? Ouais.
Alors, on se prélève pas chacun parce qu'en fait, nous, on a un statut de cotisant solidaire pour le moment. Donc, on n'a pas d'obligation de comptabilité. Après, Thomas a fait une formation de comptable dès le départ. Dès qu'on s'est installé, il a fait une formation comptable. Donc, on fait notre propre formation comptable. On essaie d'être assez rigoureux. Et puis, c'est très important. Enfin, c'est une vraie aide, un vrai plus aussi pour anticiper les années d'après. Bah, de faire, voilà, parfois, on a la sensation que cette plante s'est super bien vendue. Et en fait, quand on regarde les chiffres, bah non, finalement, on n'en a pas vendu tant que ça. Et mieux vaut forcer sur une autre qu'on pensait moins à la cote, mais en fait, qui nous a apporté plus de valeur ajoutée. Donc ça, c'est pas mal de tenir au moins les premières années une espèce de cahier sur le nombre de plantes vendues en fonction de la variété, quoi. Et après, donc il y a ça. Et puis dans un second temps, la compta aussi, ça permet aussi de voir sur le chemin qui a été fait depuis l'installation jusqu'à aujourd'hui. Et là, on est en train de changer de statut, donc on passe en GAEC là, au mois de janvier prochain. Donc on fait ça pour demander aussi les aides à l'installation, la DNJA, avec un autre projet d'investissement dans la construction d'un laboratoire de transformation de fruits. Et donc là, il y aura une obligation de compta, enfin au moins de faire une compta qui est validée par un expert comptable. Mais pour le moment, on n'était pas obligé de le faire. Mais donc du coup, moi, je peux vous donner les chiffres. En fait, en 2017, en gros, on a fait 4 000 € de chiffre d'affaires. Donc voilà, c'était un coup d'essai, on va dire. Et puis l'année d'après, on l'a doublé, le chiffre d'affaires. L'année d'après, on a doublé le chiffre d'affaires de 2018. Et là, depuis 3 ans, on maintient le chiffre d'affaires à autour de 45 000 €. Donc ça, c'est le chiffre d'affaires sans les aides, parce qu'on a aussi les aides, le crédit d'impôt bio. Donc quand on est bio, en fait, on a un crédit d'impôt qui est donné par entreprise individuelle. On a 2 entreprises individuelles à l'heure d'aujourd'hui. Donc Thomas est sur son entreprise, sur les arbres fruitiers, et moi, je suis sur la partie pépinière en godet. Et donc, on a 2 fois, cette année, c'est 4 500 € quand même. Donc 2 fois 4 500 € d'aide, et l'année dernière, c'était 3 500 €. D'accord, donc ça fait 54 000 € de CA, du coup, en incluant les crédits d'impôt bio. Ouais, voilà. D'accord, ça marche. Merci pour tes retours. Et avec le recul maintenant que vous avez, tu dirais aujourd'hui, ce serait quoi les conseils que tu donnerais, et puis les erreurs à éviter comme les facteurs clés de succès pour vous, pour lancer, si on voulait voilà, lancer un projet de pépinière? Ouais, bah, euh, j'ai pas préparé cette question. À chaud. Ouais, à chaud, comme la précédente. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit au départ, hein. Pour moi, ça va être vraiment de se former dès le départ. Et puis, c'est quand même un métier passion, hein, faut pas se le cacher. C'est quand même un métier où si on n'est pas vraiment passionné par la plante et l'agroécologie, alors certainement qu'il y a des voies de pépiniéristes qui peuvent fonctionner autrement, hein, mais en tout cas, en ce qui nous concerne, nous, notre modèle à nous, si on n'était pas passionné par ce qu'on fait, ce serait sûrement pas viable, puisque du coup, c'est vrai qu'on fait beaucoup de choses à côté qui est indirectement liées à la pépinière, mais qui en fait ajoute quand même du plus à la pépinière. Donc voilà, moi tous les arbres que l'on plante, par exemple, je fais beaucoup de semis en direct et local, c'est de la semence que je vais glaner à droite à gauche localement, et donc je valorise beaucoup en expliquant aux gens que c'est de la semence adaptée à chez nous, que ça va être plus résistant, et tout ça, c'est des questions qui me passionnent aussi. La résistance des plantes locales à l'adaptation des changements climatiques, et puis aussi
essayer, quand je vais chercher mes graines, j'essaye toujours d'aller les chercher un petit peu plus au sud ou de choisir des espèces qui sont considérées comme plus adaptées au changement climatique, mais qui sont quand même locales. Et donc tout ça, c'est un peu du plaisir, c'est pas compté dans mon temps de travail, par exemple. Donc il y a beaucoup de petites choses comme ça, je pense pas à tout évidemment, mais il y a plein de petites choses comme ça qui, aussi par exemple tout ce qui est fertilité de notre système de plantes en racines nues, ça va être du fumier de cheval. Et donc voilà, on a des chevaux aussi à la maison, donc ça c'est pas non plus compté dans le temps de travail, mais c'est aussi un plus à la pépinière, quelque chose qu'on ne paye pas pour la fertilité de la pépinière. Après, on plante aussi, on a des vergers conservatoires pour. Nous, on n'achète pas nos greffons, on est autoproducteur de nos greffons. Et donc, ça aussi, on n'y gagne rien. Il n'y a pas de. Voilà, ça nous coûte plutôt qu'on gagne de l'argent avec les vergers conservatoires, mais on sait aussi que dans les années futures, c'est le projet de notre laboratoire de transformation. On se rend compte qu'avec tous les arbres fruitiers qu'on plante, on a aussi pas mal de fruits. Et donc, du coup, l'idée, ce serait peut-être de valoriser un jour cette production, mais pour le moment, ce n'est pas le cas, quoi. Voilà. Et les freins, Ou erreur que tu referais pas avec le recul? Bon, non, c'est tout parfait, hein, ce qu'on a fait. Non, mais après, je ne sais pas si c'est lié à la question, mais aussi, je pense, le gros avantage qu'on avait, nous, c'est qu'on s'est installé dans une zone où on était les seuls. Il n'y avait pas du tout de pépinière à l'époque. Depuis, il y en a quelques-unes qui se sont montées, pas proches, mais assez proches de nous. Disons, la première là, qui s'est montée, elle est à 40 km, 30 km de chez nous. Donc, c'est sûr que c'est plus facile quand on est seul sur le territoire à vendre, à se faire connaître. C'est original. Voilà, sur la partie arbre fruitier racines nues, on est toujours tout seul, dans les 50 km aux environs, au moins. Donc, ça, c'est sûr que c'est plutôt confortable, quoi. Et après, les arbres en racines nues, la vente est plus compliquée parce que c'est vrai que les gens par chez nous, c'est pas vraiment dans la culture de planter en racines nues. Et ça a été un vrai plus d'avoir déjà une clientèle, puisque ça faisait déjà 4 ans qu'on existait quand on a commencé la vente des arbres en racines nues. Et en fait, c'est beaucoup de nos clients des plantes en godet qui nous achètent des arbres, en fait. On n'a pas besoin de communiquer sur la vente des arbres en racines nues parce qu'on est déjà plus ou moins connu grâce aux plantes en godet. On n'a jamais vraiment communiqué sur les arbres en racines nues. Donc ça, c'est aussi confortable, quoi. C'est clair. Merci à toi. Est-ce que tu pourrais peut-être nous dire de manière lissée sur l'année, ça représente quoi le volume horaire que vous faites chacun, donc Thomas et toi? Si tu le lisses sur l'année, parce que c'est jamais évident de dire Ouais. mois par mois. Ouais, c'est compliqué, surtout que nous, on mélange beaucoup. En fait, on aime bien se dire paysan pépiniériste. On se sent vraiment paysan aussi, parce qu'on a des chevaux, des moutons, des oies, des canards, des poules, des chiens. Donc, mais tout ça, c'est quand même pas mal imbriqué l'un dans l'autre. Pareil, on a des prairies, on a des vergers. Les prairies, on fait notre foin. Donc, le foin, ça permet aussi de faire le paillage pour les arbres fruitiers. Mais tout ça, c'est compté un peu dans le temps, un peu plaisir, ou je ne sais pas comment on pourrait compter ce temps, mais non, ce serait vraiment compliqué de répondre à cette question. Mais si on reste sur le côté uniquement pépinière, lycée sur l'année, ça doit faire à peine 40 heures semaine. Et si tu prends tout en compte, même ce que tu mets sur le plaisir, parce que ça fait partie de ton écosystème pépinière, c'est pour Ouais, essayer de se projeter hein, que je te pousse d'interroger sur la question. c'est pas énorme. En plus, on arrive à se dégager. Enfin, franchement, on arrive à se dégager du temps. Là, Thomas, il est parti 10 jours en vacances. Lui, il a toujours son activité. Il garde une activité annexe à côté, mais plus pour le plaisir et pour garder un peu un pied justement dans l'écologie. Donc, il travaille à l'Office française de la biodiversité. Donc, ça, il travaille, on va dire, lycée sur l'année, il travaille 1 mois et demi. Et là, on a réussi, on est content parce que quand tu fais la demande en GAEC, logiquement, tu n'as pas le droit de travailler à l'extérieur.
Et enfin, c'est ce qu'on nous avait fait croire. Et en fait, ça a été validé. Ils ont accepté le fait que Thomas travaille à l'extérieur. Donc ça, c'est plutôt chouette qu'il puisse garder cette activité, même si c'est pas nécessaire pour vivre pour nous. Mais bon, du coup, c'est plutôt chouette de se dire qu'il a le temps, 1 mois et demi dans l'année, de travailler à l'extérieur. Et puis moi, j'ai le temps pour bouquiner, pour voir des copains, pour aller au ciné. Non, honnêtement, ça va, on se plaint pas là-dessus. Mais c'est difficile de y répondre parce que c'est quand même notre quotidien, quoi. La vie à la ferme. En tout cas, toi, tu te sens pas pressurisé par la charge de travail que vous avez aujourd'hui, si Non, le non. résume de manière assez claire. Ok, très bien. Est-ce que tu vois d'autres choses tu ne referais pas si c'était à refaire, si aujourd'hui tu t'installais, tu dis voilà, ça je ne ferai plus, au contraire, cette formation ou cet outillage ou ces investissements, on n'a pas parlé d'investissement, peut-être c'est l'occasion, je les ferai alors que je ne les ai pas fait, enfin, je dis n'importe quoi, mais c'est pour te donner des exemples. Ouais, bah, moi, je trouve que c'était la stratégie de travailler à côté les 2 premières années, c'était pas mal parce qu'on est rentré doucement dans le métier qui n'était pas le nôtre, hein. En fait, nous, on s'est formé en woofing. Donc, on a fait 1 an de woofing et c'est la pépinière qui nous a plu. Et en fait, en tout et pour tout, sur la pépinière, on avait 2 mois d'expérience pépinière avant de s'installer. Donc, avec le peu d'expérience qu'on avait, c'était quand même pas mal de démarrer très doucement. Donc, le fait de garder une activité annexe rémunératrice pendant 2 ans, ça, c'était quand même, je pense, une très bonne stratégie. Et si c'était à refaire, je le ferais, même si c'était assez intense de travailler. Donc, moi, j'étais à 4 jours semaine, mais en fait, j'étais à 40 heures sur 4 jours et 3 jours à la pépinière. Et après, bah, mine de rien, d'avoir aussi, de pouvoir conserver un chômage pendant 2 ans, ça, c'était très confortable. Donc je leur ferai tout pareil. Et après, au niveau investissement, bah, nous, l'investissement, en fait, ça a plus été de la maison, parce que vivre à côté de desserts, c'est quand même confortable. Pouvoir y aller régulièrement. Bon, je sais qu'il y a certains, c'est pas envisageable de vraiment avoir le côté personnel et professionnel l'un à côté de l'autre, mais pour moi, ça fait partie un peu voilà, de la vie paysanne. J'aime bien ce terme de paysan pépiniériste. Et quand on est paysan, c'est vrai que bah, voilà, en fait, c'est pas un métier, hein, c'est un mode de vie. Donc nous, c'est comme ça vraiment qu'on le voit. Être pépiniériste, c'est plus un mode de vie qu'un métier. Et donc voilà, on vit juste à côté des serres et du coup, il a fallu construire une petite maison à côté des serres. C'est le seul gros investissement qu'on a fait parce qu'en fait, les serres, on a 3 serres de 40 mètres carrés qu'on a achetées sur 4 ans. La première année, on a fonctionné avec une seule serre. Et en fait, c'est 3 serres dont l'une, elle est convertissable. En fait, elle sert de tunnel serre quand on en a besoin. Et en été, on retire la bâche et on met un voile d'ombrage et on transfère tout. Parce qu'en juillet-août, on vend plus de plantes. Et on transfère toutes les plantes à l'intérieur de l'ombrière pour moins arroser. Voilà, pour les gros investissements. Et puis le camion pour les marchés, quoi, et le transport des plants. Un ordre Mais de grandeur comme ça. ça s'est pas fait la première année, ça s'est fait voilà, au fur et à mesure, on faisait rentrer de l'argent et qu'on voyait que ça se portait bien. On faisait les investissements au fur et à mesure qu'on faisait rentrer de l'argent par la pépinière, quoi. D'accord. Parce que tu parlais tout à l'heure donc d'un forage qui est nécessaire, en tout cas d'avoir accès à de l'eau. Les 4 serres que vous avez achetées progressivement, tu aurais une idée de quelle enveloppe ça représente d'investissement sur les 4 ans d'installation progressive? Pour le À peu forage, alors le forage, nous, il était déjà construit. C'est bien. Ouais, 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 ça c'était un vrai bonus. Par contre, bah, on a changé la pompe il y a 2 ans, ça nous a coûté 1 000 euros. Un peu plus de 1 000 euros. Mais le forage était déjà là, quoi. Il a juste fallu changer la pompe. Vous avez acheté les serres et le foncier, on n'en a pas parlé, mais vous êtes propriétaire. Ouais, le foncier, c'était les terres de la famille de Thomas, ouais. Ouais, D'accord, que après, vous avez.
Après, on était sur 1 hectare au tout début. Et ensuite, on a récupéré 1 hectare de son grand-père et on a acheté ensemble 6 hectares depuis. Pareil, avec, au fur et à mesure où on avait un peu de sous de côté, en fait, acheter des terrains, c'est quelque chose qui nous plaît pour justement planter les vergers, faire des prairies pour les animaux. Et, et le terrain où on a les arbres fruitiers en racines nues, on l'a acheté ensemble puisque c'était un terrain qui était beaucoup plus adapté, qui était plus argilo-limoneux, qui était pas loin de chez nous. Et quand on nous a proposé ce terrain, on s'est dit: «Bah oui, c'est parfait pour le projet de pépinière, d'arbres, fruitiers en racines nues», ouais. C'est clair. Est-ce qu'avant qu'on passe aux questions-réponses, Johanna, tu voudrais peut-être ajouter quelque chose? On a pas mal de questions là, qui se sont additionnées dans les conversations, donc on est ravis. Mais avant ça, ouais, voilà, je vais te laisser donner quelques autres informations qui te semblaient utiles peut-être, concernant une Non, bah, là, installation. il y a rien qui me vient à l'idée. Moi, enfin, si j'avais encore un conseil aussi à donner, il faut faire les plantes avec lesquelles on a une affinité. Parce qu'en fait, c'est tellement plus facile de la vendre, la plante, quand voilà, quand on a envie de l'utiliser soi-même au jardin. Donc, soit qu'on a envie de partir dans de l'ornemental. On a pas mal de stagiaires, nous, depuis 2-3 ans, là, on accueille pas mal de stagiaires et c'est très chouette parce que ça permet de voir un petit peu les projets naissants localement et puis les idées qu'ont les uns et les autres et puis les remises en question aussi sur notre système. Souvent, les stagiaires, ils sont aussi là voilà, pour nous questionner, voir ce qui marche et ce qui marche pas. Et là, dernièrement, on a une stagiaire qui voulait partir dans la production de fleurs, de plantes pour faire des fleurs à couper. Et en fait, vraiment, elle avait un vrai don dans la composition des bouquets floraux et son approche était super intéressante. Et alors, je sais pas quand est-ce qu'elle va démarrer son projet, mais, euh, mais voilà, on sentait que c'était son truc et je pense que c'est ouais, c'est une vraie force, un vrai plus à avoir de travailler avec la plante avec laquelle on a des grosses affinités, quoi. Merci à Nous, toi. au départ, c'était pas mal les arbres et puis on s'est pris un peu d'affinité aussi pour les petites aromatiques médicinales. Merci en tout cas pour tes recommandations. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne vos questions dans l'ordre d'arrivée. Et la première question qui est posée, c'était concernant donc, les formations que tu avais faites. Tu as parlé de woofing, en fait, de 2 mois de woofing, ce qui est extrêmement peu, hein. Ouais. Tu l'as rappelé, est-ce qu'il y a eu d'autres choses au-delà de la formation de Thomas sur tout ce qui était comptabilité entre-temps? Alors, quand tu es installé, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais quand tu es installé, que tu sois cotisant solidaire ou chef d'exploitation, donc en gros, elle a aimé ça, il y a 2 statuts, hein, c'est ces 2 statuts-là. Donc nous, on a choisi le statut cotisant solidaire puisque il n'y a pas énormément de charges, pas beaucoup de frais avec ce statut. Et tu cotises à un fonds qui s'appelle le fonds Vivea et tu as un crédit de plus de 2 000 € de formation par an. Et ça, nous, on l'utilise. Alors, on ne l'utilise pas en totalité, mais on essaie de l'utiliser au moins 2, 3, 4, 5 jours par an. Donc, on continue de se former tout le temps, en fait. Donc ça, on a fait des formations. Moi, j'ai fait pas mal de formations au départ sur l'usage des plantes médicinales. Je me suis bien formée sur l'usage médicinal des plantes. Après, sur aussi tout ce qui est plantes bioindicatrices, donc comment fonctionne un sol, plus pour la partie racine nue. On a fait des stages, Thomas et moi, sur l'arbo, sur la création d'un verger en agroécologie, sur la taille des arbres fruitiers aussi. Ça, c'est quelque chose que les clients, quand ils viennent acheter un arbre fruitier, ils aiment vraiment avoir des conseils sur comment planter un arbre, mais aussi comment le suivre, comment le tailler. Donc ça, pouvoir répondre à ces questions, ça met quand même vraiment en confiance le client. Et puis, ça lui donne envie de revenir. Et puis, du coup, de bien gérer son arbre et donc d'avoir des arbres sains et donc revenir la prochaine fois ou d'en parler à ses voisins, ses amis, ses proches. Donc ça, c'est important de maîtriser aussi tout ça qui peut être très complexe, la taille des arbres. Voilà, là, je viens de faire une formation à l'instant sur plus la transfo, là, comme on est parti sur ce projet.
Donc ça, on continue continuellement à se former, à bouquiner, à discuter entre collègues. On est aussi sur des réseaux, sur des forums en lien avec d'autres pépiniéristes. Il en existe plusieurs là. Ça, c'est chouette. Donc on échange pas mal aussi bien sur des aspects techniques que sur des aspects aussi d'achat de matériel et ce genre de choses. Et donc oui, on avait 2 mois de formation woofing et j'ai refait, moi, en France, 2 fois 2 semaines chez une pépiniériste dans l'Aude, en racines nues, pour maîtriser la greffe surtout. Ça, j'ai fait 2 fois 2 semaines, un stage de greffe, ouais. En woofing aussi. Et sinon, la plupart, donc, c'était des formations financées par le fonds Vivea. Voilà, toutes les formations qu'on a faites, c'est Vivea et ça a été maximum 4 jours. Hein. Pour info, pour les participants, on propose aussi de la formation autour de Cressa Pépinière pardon, avec Johanna et Thomas, où effectivement, si vous êtes installé ou en cours d'installation, donc dans votre parcours 3P, vous pouvez prétendre à ce type de financement. Ouais. Effectivement, ça va jusqu'à 3 000 € par an, et si vous ne Ah ouais. l'utilisez pas, bah, c'est perdu, donc autant en profiter sur la saison un peu plus creuse. La deuxième question, donc il y a quelqu'un c'est Élise qui demandait, bah voilà, quel conseil justement pour une petite pépinière qui est de 600 mètres carrés, notamment sur le statut, puisque les chambres d'agriculture effectivement ne reconnaissent pas les petits projets en dessous d'une certaine surface. Quels seraient toi tes conseils, sachant que vous avez augmenté votre surface productive au cours du temps? Ouais. Bah, alors je me rappelle plus de la surface minimum. Je compte bien me renseigner là-dessus pour la formation prévue là, le 6-7 mars sur tout ça, parce que pour moi, c'est très important aussi. Je ne l'ai pas dit, mais à l'installation, de bien choisir son statut, de bien choisir aussi le régime fiscal. Tout ça, c'est compliqué dans le milieu agricole. Enfin, j'imagine que ça doit être compliqué dans tout montage d'entreprise, mais il y a vraiment des choses, je trouve, intéressantes de savoir dès le début, de bien choisir ses statuts. Mais sur 600 mètres carrés, cotisant solidaire, je crois que c'est aussi en nombre d'heures travaillées. Ça dépend. Voilà, tu es obligé de passer au statut d'exploitant agricole quand tu travailles plus d'un certain nombre d'heures. Mais là, je suis désolée, j'ai pas les chiffres en tête du tout. C'est quand je vais faire ton aide, c'est quand soit vous avez une certaine surface minimum, la fameuse SMA, Ouais, c'est surface ça. minimum d'assujettissement, soit si vous faites plus de 1200 heures cumulées sur une année. Où là, il faut changer de statut et vous ne pouvez pas garder le statut de cotisant solidaire. Après, peut-être on pourra y répondre si vous nous contactez en direct, Élise, mais 600 mètres carrés, ça semble assez peu. Enfin, moi, je n'ai pas vu de projet sur aussi peu de surface, mais à voir ce que vous souhaitez effectivement faire dessus. Si c'est de la pousse ou de la graine germée aussi, ou juste de petits plants légumiers. En effet. Mais en tout cas, qu'elle sache que le statut de cotisant solidaire, moi, je trouve que c'est une bonne formule pour démarrer. Après, c'est sûr que c'est très précaire parce qu'on ne cotise pas pour la retraite, qu'on ne cotise pas pour une mutuelle, que si on a un accident du travail, il y a 0 derrière. Mais n'empêche que les charges derrière, elles sont aussi très peu importantes. On paye 350 € la première année ou à peine, je crois, qui donne juste le droit de vendre et d'avoir cet accès au fonds Vivea. Et ça permet quand même de se mettre dans le bain, de voir si c'est ça qu'on veut faire, d'y aller progressivement. Nous, on est plus parti sur cette stratégie. Après, ça dépend aussi ce que elle, voilà, comment elle voit le truc, quoi. Mais 600 mètres carrés, ouais, cotisant solidaire, je pense que ce serait certainement le meilleur statut. On a évoqué rapidement les investissements. Donc, il y a une question sur le taux. Est-ce que tu as une idée quand même de ce que ça représentait en manière chiffrée, le total de vos investissements ou pas? Tu as une idée un peu plus fine. Oh bah oui, oui, je dois l'avoir. Moi, j'ai une très mauvaise mémoire des chiffres, mais je dois l'avoir noté quelque part. Le total depuis qu'on s'est installé, quoi. Oui, oui, en Bah, si tu cumulé, peux passer à la question suivante, le temps que je ça cherche. marche. Ouais, pas de souci. Et donc, il y a Isabelle qui pose la question de quelle surface minimale, toi, tu recommanderais pour démarrer voilà, dans un monde idéal? Ça serait quoi? Est-ce qu'il y a un minimum? Bah, après, tout dépend si on parle de la pépinière Godet ou de la pépinière Racine Nue. Mais la pépinière Godet, bah, nous, je te dis, on a 3 serres de 40 mètres carrés.
Et pour une personne seule, pour moi, c'est viable. Ça suffit puisque nous, on est deux dessus, mais en plus de l'autre activité racine nue. Donc les 3 serres de 40 mètres carrés, plus il faut prévoir évidemment autour un endroit pour faire ses demi-tours pour le camion, pour charger, ce genre de choses, un petit parking idéalement pour les clients, et puis une partie forcément salle de rempotage et de stockage du terreau et des pots en plastique et ce genre de choses. Mais donc voilà, sur moins de 1000 mètres carrés, c'est suffisant, hein, en godet. Et après, en racine nue, nous, on est sur 5000 mètres carrés. Mais là, on a un objectif, enfin, on a une production de 1000 arbres, 1000 arbres en racine nue. Donc 1000 arbres en racine nue, tu sors, c'est facile, hein, tu vends ton arbre, nous on le vend à 16 € l'arbre, ça fait 16 000 € de chiffre d'affaires à la fin. Donc il faut certainement prévoir un peu plus si c'est la seule activité, quoi. C'est clair, merci. Toujours une question d'Élise sur le type de véhicule que toi tu conseillerais ou du coup vous avez acheté au démarrage pour faire les marchés. Bah alors, nous, au tout démarrage, on avait une voiture et une remorque. Une remorque avec une remorque bâchée, avec une Reos bâchée. Et bon, ça, c'était pas mal parce que la remorque, elle coûte. On avait une remorque qui coûtait 1000 €, quoi. Puis la voiture, on l'avait déjà. C'était bien pour démarrer, mais là, on a acheté l'équivalent d'un Trafic. C'est un Vivaro, camion Vivaro Opel. Mais un Trafic, c'est bien, t'es beaucoup plus à l'aise pour charger et puis pour faire tes demi-tours. Parce que la remorque, faut gérer les manœuvres. Mais ça se fait aussi. Ça marche, merci. Alors, je pense avoir la réponse, mais je vais quand même te laisser répondre. Est-ce que vous chauffez les serres et si oui, comment? Non, on chauffe pas les serres. On chauffe pas les serres. On a craqué il y a 3 ans sur un tapis chauffant. Que je démarre les patates douces à l'intérieur de la maison sur un tapis chauffant parce que les patates douces, ça met une éternité à pousser. Je les démarre en février à la maison sur plaque chauffante que j'allume quand il fait un peu froid. Là, je les allume 1 heure par jour juste pour les démarrer au chaud, quoi. C'est la seule plante qu'on démarre au chaud. Et toutes les autres, les basiliques qui demandent beaucoup de chaleur, ils sont semés début mi-mars. Et on a les tout premiers. Alors, c'est sûr que la plupart des gens veulent leur basilic, même souvent mi-avril, ils cherchent déjà leur basilic. Mais voilà, nous, on est aussi sur une stratégie. On explique aux gens. Alors, c'est beaucoup de temps de sensibilisation, d'explication aux gens. Les basilics, ça ne se plante pas avant, en fait, début mai, mi-mai, quoi. Et c'est des basilics qui démarrent à leur rythme et qui sont bien plus costauds, qui n'ont pas démarré sous les néons comme quand on va acheter un pied de basilic à Leclerc. Et quand on les sort au jardin, ils sont bien plus costauds. Et donc les gens reviennent souvent nous acheter les basilics chez nous parce qu'ils savent que les nôtres résistent. Et non, et du coup, semer basilic en mars, on les a, c'est sûr qu'ils mettent du temps, hein, mais il n'y a pas de serre chauffante. C'est un point différenciant d'avoir des basiliques qui tiennent. Ouais. Plutôt que d'avoir un basilic qui tient une semaine et après. Mais même les tomates, il y a eu une année, on a eu un gel, on a eu du -7. C'était en 2022, je crois. L'année terrible de sécheresse et de gel tardif. Et on a perdu pas mal de basilic, mais nos tomates en serre non chauffée, moi j'ai été hallucinée. J'ai cru que je me suis dit, ça y est, c'est tout foutu. Et on avait -7 d'affichés dans la serre, il y avait -6. Et on a retiré les voiles vers 10-11 heures pour être sûr de ne pas les perturber avant. Et on a eu très peu de pertes. Donc comme quoi, j'étais vraiment... bon, toutes les plantes étaient voilées, hein, elles étaient sous serre et sous voile. Mais -6 quand même. J'ai une dernière question. En fait, c'est 2 questions en une de Jean-Loïc il nous reste 3 petites minutes ensemble. Alors la question c'est production et ou achat de porte-greffes de votre côté. Et question de l'usage du terreau et recherche d'alternatives à une ressource fossile. Alors là, je suis pas forcément. Ah oui,
Donc par rapport, j'imagine, à la voiture ou au tracteur pour la recherche fossile, je suis pas sûre d'avoir ressourcé, je suis pas sûre d'avoir bien compris. En tout cas, déjà sur production et ou achat de porte-greffes, qu'est-ce que tu Ouais, pourrais dire? bah, en fait, nous, on les achète, les porte-greffes. Mais on a voulu essayer de les produire il y a 2 ans. Enfin, on les a produites 2 années de suite, nous-mêmes. Mais en fait, c'est quand même beaucoup de travail. Et même si on adore le semis d'arbres, on continue de semer des arbres, mais plus on est parti sur une stratégie de semer des arbres qui se vendent en tant que tels, en tant que semis, quoi. Plutôt que de semer des arbres, attendre un an qu'ils poussent et ensuite les greffer, re-attendre un an qu'ils poussent et les vendre ensuite. Donc, on a finalement abandonné un peu ce projet, mais en se disant, bon, bah voilà, on sait faire. On l'a déjà fait, donc on sait faire. Parce que faut savoir que le porte-greffe, quand on l'achète, on le paye moins d'1 euro. Et quand on le fait soi-même, il faut acheter la graine. Alors, on a pour projet de produire nos propres graines. Donc, on a planté aussi des arbres, comment on appelle ça, des arbres mères qui produiront de la semence un jour, qui sont en pousse, mais qui ne donnent pas encore des graines. Mais en se disant, voilà, si un jour on a envie de produire nos propres porte-greffes à partir de nos graines locales, on pourra le faire. Et voilà, et ce que je disais, ouais, quand on t'achète de la graine, ensuite tu la sèmes en intérieur et qu'ensuite tu le plantes et ensuite tu le désherbes et qu'ensuite tu le greffes. C'est pas, malheureusement, économiquement, c'est pas intéressant quand tu sais que tu payes moins d'1 euro ton porte-greffe, quoi. Et pourtant, le porte-greffe, ce qui nous embête, c'est qu'en fait, on va le chercher, nous, en Anjou. En Anjou, ils sont sur des sols très sableux, très sablonneux, et du coup, pas du tout similaires aux nôtres. Donc, ils ont un système racinaire très ramifié, très touffu, alors que nous, dans l'argile, ça a un système racinaire beaucoup moins fasciculaire, enfin, avec beaucoup moins de chevelus. Ça a plus des grosses racines dans l'argile plutôt que dans le sable. Et du coup, c'est bon, c'est un peu incohérent de se dire qu'on on les transvase dans un sol complètement différent quand ils arrivent chez nous. Mais ça reste des jeunes arbres, donc des arbres très résilients, très adaptables et qui sont encore possibles de changer de direction et d'architecture racinaire. Pour la minute qui nous reste, Johanna, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu as des alternatives au terreau qui souvent est issu de Ouais. la tourbe? Ouais. Euh, Non, alors moi non. Enfin, du coup, nous, on a fait le choix d'acheter du terreau avec de la tourbe blonde plutôt que la tourbe noire. On est très content de notre terreau qui est de très bonne qualité. On le paye assez cher, mais qui est de bonne qualité. Mais après, je sais que il y a des recherches dessus hein, de fabrication de terreau avec du compost, quoi. Et Et donc, après, nous, on renouvelle notre terreau quand même parce que tu as toujours des plantes que tu ne vends pas et donc que tu mets. On a un tas de poubelles de terreau. Et ce tas de poubelles de terreau, on le réutilise pour tout ce qui est arbustes. Donc, tout ce qu'on vend dans des plus gros conteneurs, donc nos arbustes, c'est que du terreau recyclé. C'est du terreau poubelle, entre guillemets, quoi, qui est mélangé avec un tiers de terreau neuf en surface pour pas que les mauvaises herbes germent et moins avoir à désherber. il est 13h31. Donc, on va prendre la dernière question où tu vas me répondre en un mot. Mais en tout cas, on veut déjà vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. Si vous voulez rencontrer Johanna, Thomas et puis aller sur leur ferme, il y a une formation vraiment dédiée de 2 jours sur la création de pépinières qui est en mars prochain. Donc, le 6 et 7. Pour ceux qui ne seraient pas disponibles, on renouvelle l'expérience fin août 2025. Voilà, vous pourrez retrouver aussi le replay. On va vous le renvoyer par mail. Et avant de se quitter, est-ce que tu peux nous donner peut-être 2, 3 noms de fournisseurs de porte-greffes, Lana? Oui, nous, on travaille avec Pirard, la pépinière Pirard qui est donc en Anjou. Il y a Beaufort Jeune Plan qui est en bio, qui est le seul en bio pour le moment. Après, il y a Pepside, Bouche Noire, Bouchenoir. Alors, je crois que Pepside, ils ont fermé, mais je confonds toujours Pepside ou Bouche Noire. Ouais, voilà. Et ils sont tous en Anjou.
Ok, eh ben, je vous propose qu'on s'arrête là parce qu'on a un peu dépassé le temps. En tout cas, merci Ivana de vous être rendue disponible pour répondre à ces questions et on vous souhaite à tous une bonne journée et à Merci. bientôt pour certains. Ouais.